tout de suite, Bruno Retailleau, on l'écoute, sa déclaration. Qui vivait à l'étranger, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette décision, je la prends avec la sincérité de mes convictions, avec la force de mon engagement et la gravité qu'exige le moment. Car je refuse de laisser notre pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Une France qui s'enfonce, une France qui s'efface dans un monde de plus en plus menaçant. À l'Est, Vladimir Poutine sème la guerre à nos portes. Et la Chine, quant à elle, est en train de s'infiltrer, tisse sa toile au sein de notre continent. À l'Ouest, Donald Trump impose sa loi brutale et menace l'unité même de notre continent. De son côté, l'internationale islamiste répand la terreur dans les pays qu'elle domine, tout en cherchant à infiltrer nos sociétés. Face à toutes ces menaces, l'Europe a un rôle à jouer, mais elle devra défendre son identité, son projet et mettre fin à ces dérives technocratiques. Enfin, je veux parler de nous les Français, car c'est précisément en cet instant où la France devait être forte qu'elle est faible. Pourtant, j'en ai les convictions. Nous possédons tous les ressorts pour qu'à nouveau le monde regarde la France avec respect. Mais pour affronter les désordres du monde, notre pays devra d'abord remettre ses affaires en ordre. Qui aujourd'hui, qui d'entre nous peut regarder le pays que nous aimons sans ressentir une forme de trouble, de la tristesse ou même parfois de la colère? Mais heureusement pour la France, le temps d'agir approche, car seule l'élection présidentielle permet d'agir vraiment. Oui, agir pour ne plus subir l'impuissance, alors qu'il faudrait de l'action, pour ne plus subir des renoncements, alors qu'il faudrait du courage, pour ne plus subir les mensonges, alors qu'il faudrait la vérité. L'engagement que je prends, c'est de toujours vous dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut plus tricher avec la réalité. Dire la vérité, c'est dire que l'immigration n'est pas une chance, parce qu'au-delà d'un certain nombre, une société multiculturelle est toujours une société multiconflictuelle. Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut pas vivre mieux en travaillant moins, que l'État ne peut pas dépenser plus que ce qu'il ne gagne. C'est dire aussi que c'est la compétitivité de nos entreprises qui permet d'augmenter les salaires. Il ne peut pas y avoir de progrès social sans prospérité nationale. Dire la vérité, enfin, c'est dire que notre école est devenue une machine à reproduire les inégalités, puisque désormais la réussite des enfants dépend de la position sociale de leurs parents. Cet échec est une honte. Oui, une honte. L'école a besoin d'une refondation. La refondation par le mérite et par la liberté. Mes chers compatriotes, je ne veux pas être président de la République par obsession du pouvoir, mais par sens du devoir. Je ne chercherai pas à séduire à tout prix, et encore moins au prix de mes convictions. Je ne tenterai pas de vous convaincre par des slogans démagogiques ou des postures théâtrales. Je crois au sérieux, à la constance, je crois à la cohérence. Et je ne promettrai rien que je ne pourrai tenir. C'est la ligne de conduite qui a toujours guidé mon engagement depuis ma petite patrie charnelle, la Vendée, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Pour agir, je veux d'abord rétablir l'ordre. Pour cela, il faudra reconstruire l'État. Je le remettrai à sa juste place, pour qu'il laisse respirer les Français, pour que vous puissiez mieux vous soigner, mieux vous loger, pour vivre mieux, tout simplement. Mais je ferai aussi respecter l'État, pour imposer partout l'autorité de la République, à nos frontières, dans nos rues. Je ne reculerai pas, je ne céderai pas, ni à la violence, ni au politiquement correct, ni aux dérives de l'état de droit qui s'est retourné contre le droit des Français à vivre en paix et en sécurité. Je veux aussi agir pour garantir la justice. Pour cela, il faudra refonder notre modèle social parce que nous n'avons plus le droit de faire payer nos dettes à nos enfants. Nous devrons faire des économies et donc faire des choix. C'est pourquoi j'assume de donner la priorité
au travail plutôt qu'à l'assistanat. Je rendrai justice à ceux qui le méritent vraiment. Je relancerai une grande politique familiale, car seule la relance de la natalité assurera notre destin. Je serai le protecteur de la France des travailleurs, pas de la France des profiteurs. Enfin, je veux agir pour faire renaître la fierté française, parce que rien n'arrête les peuples fiers, rien. Et je veux donner aux jeunes Français une France à aimer. Je défendrai notre mode de vie, notre culture, nos coutumes, notre civilisation. N'ayons pas honte de la France. Au contraire, soyons fiers d'être Français. C'est à cette condition que nous relancerons une France debout, une France indépendante. Mais la souveraineté, elle ne se décrète pas, elle se conquiert. C'est pourquoi demain, la loi cessera de brider l'esprit d'audace et le goût de l'innovation. Je réorienterai la protection de notre environnement vers une écologie de progrès. C'est ainsi que nous ferons de notre patrie une grande nation industrielle, un peuple de créateurs, d'entrepreneurs, d'ingénieurs. Oui, je serai le président de l'ordre, de la justice et de la fierté française. Je suis convaincu que ces attentes sont majoritaires dans le pays. Oui, une majorité nationale existe et j'entends qu'elle soit respectée. Je ne ferai pas une politique pour des clientèles ou pour des minorités. Je ferai une politique pour toute la nation. Pour cela, je vous redonnerai le pouvoir de décider. Le pouvoir de décider. C'est pour moi un enjeu vital. En démocratie, on ne peut pas et on ne doit plus gouverner contre le peuple. C'est pourquoi, lorsque je serai élu, je vous soumettrai directement, par référendum, plusieurs grands textes de loi. Ils constitueront le socle de notre nouveau contrat social pour réduire drastiquement l'immigration, engager une véritable révolution pour notre justice pénale et redonner la priorité à notre droit national dès lors qu'il s'agit de protéger nos intérêts fondamentaux. Je ne prendrai personne par surprise. Je ne ruserai pas. Je ne cacherai rien, ni ce que je suis, ni ce que je ferai. Au cours de la campagne présidentielle, je vous présenterai le texte et le calendrier de chaque projet que vous devrez trancher. C'est ce pacte de confiance que je propose à tous les Français. Mes chers compatriotes, chaque génération a devant elle une tâche à accomplir, un devoir à assumer, transmettre une France meilleure à la génération suivante. À nous, il revient de reconstruire la France. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais je vous promets que c'est possible. J'ai vu précisément au ministère de l'Intérieur quels étaient les verrous à faire sauter pour briser l'impossibilisme qui nous paralyse trop souvent. Je sais ce qu'il faut faire, les décisions à prendre et les textes à faire voter. Tout cela est à notre portée si nous menons notre projet résolument et calmement. Simplement, il nous faudra ensemble du courage, de la détermination et beaucoup de volonté. Et cette certitude, oui, cette certitude que la France se relève toujours, pour peu que nous, les Français, nous le décidions. Voilà ma conviction, voilà l'appel que je vous lance aujourd'hui pour la République que nous servons et pour la France que nous aimons. Voilà donc pour cette déclaration de candidature de Bruno Retailleau. Voilà, je refuse de laisser mon pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Beaucoup de phrases importantes, Louis de Ragnel, avec un candidat qui est le premier à dégainer sur cette, évidemment, élection présidentielle. Voilà, il dit agir pour ne pas subir, dire la vérité. C'est un peu la suite du discours de Bruno Retailleau qu'on connaissait quand il était ministre de l'Intérieur. Et puis il annonce 2 référendums, un sur l'immigration, le second sur la justice. Il rappelle tous les thèmes un peu forts pour la droite. Il propose un nouveau contrat social. Évidemment, voilà, il parle de justice, de l'école, de sécurité. Et puis, il explique que l'état de droit s'est retourné contre les Français. Donc, il appelle à complètement inverser l'état de droit tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et puis, pour terminer, et c'est ça que je trouve intéressant, il ne parle pas du tout d'idée de primaire
de la droite. Ah oui, et je pense que c'est ça qui va... complètement ça. Je peux vous dire que dans la fini. course de petits chevaux, avec tous les petits poussins qui sont en train de réfléchir à la présidentielle sur la ligne de départ à droite, eh bien, ça va faire... J'ai fait exprès de parler de petits poussins, je trouve ça plus mignon. Ouais. Eh bien, ça, évidemment, ça va faire réagir et donc ça va donner lieu à des débats à partir de maintenant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de primaire. Voilà, soyons très clairs, il n'y aura pas de primaire. Réaction de David Lisnard il y a une demi-heure. Ouais. Il appelle à l'organisation d'une primaire ouverte parce qu'il dit que ce n'est pas les sondages qui peuvent trancher le candidat des Républicains à la présidentielle. Et ça va être évidemment l'enjeu parce que les divisions, elles sautent aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que vous avez le Sénat de Retailleau contre l'Assemblée de Laurent Wauquiez. Et quand Bruno Retailleau dit qu'il faut censurer Sébastien Lecornu, il n'est pas suivi par les députés de Laurent Wauquiez. Et quand il dit qu'il ne faut pas voter la suspension de la réforme des retraites, les députés de Laurent Wauquiez votent la suspension de la réforme des retraites. Et Laurent Wauquiez, il y a un grand papier dans Le Point cette semaine, dit qu'il pense toujours à la présidentielle. Donc être divisé quand vous êtes en passe de devenir président de la République, c'est compliqué. Mais être divisé quand vous n'êtes même pas en passe d'être au second tour, c'est encore plus compliqué. Donc les Républicains vont devoir se rassembler face au rouleau compresseur que représente le Rassemblement national. Et leur chance, c'est l'éclatement aussi de la Macronie, parce que de Gabriel Attal à Édouard Philippe. Mais si vous avez plusieurs candidats de droite, plusieurs candidats du centre, il est évident qu'à la fin, ça se terminera entre le Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon. Oui. Catherine Ney, un mot d'abord sur la forme. Bruno Retailleau, très sobre, costume bleu marine, je le dis pour nos auditeurs, drapeau de français, drapeau européen, décor bleu. Sobriété absolue, mais comme le personnage, hein, évidemment. Sobriété, mais moi je dirais que pour donner un peu plus de solennité à cet engagement, il lisait son texte et il aurait dû au moins avoir, je sais pas, des prompteurs pour pouvoir s'adresser, comme avoir le regard, un regard, parce qu'on ne baisse pas la tête régulièrement devant un texte pour lire son texte. Le texte, il ne nous surprend pas parce qu'il est un résumé de l'homme que l'on connaît depuis toujours, qui n'a pas rêvé petit d'être président de la République, mais qui a un peu découvert. D'abord en soutenant François Fillon avec l'échec subi qu'il avait beaucoup heurté, plus ensuite Valérie Pécresse, dans sa famille, ce qui ne marchait pas. Et lui, en arrivant à l'intérieur, a saisi d'abord qu'il pouvait être populaire, ce qu'il n'aurait pas imaginé, qu'il pouvait gagner haut la main la présidence de son parti, et surtout qu'il avait des moyens de faire qui ont été stoppés parce que sur l'immigration, le Quai d'Orsay, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, c'est une décision qu'il a mûrie, il le dit, pendant les Verts, quand il est après sa sortie du gouvernement. Et donc, c'est un acte et il passe le premier. Bon, ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est déclaré que tout le monde va dire c'est lui et pas d'autre. Non, là, c'est un feuilleton qui commence. Un feuilleton qui commence. Voilà. Avec là, on a vu un homme que l'on connaît, comme ça. Est-ce que c'est chatoyant est-ce que ça crée du désir, cette chose qui est quand même... c'est trop tôt pour le dire. C'est top sur le budget. Eugénie Bastier. Attention, la proposition libérale conservatrice qui est celle des LR et de Bruno Retailleau, elle serait sans doute utile au pays, mais malheureusement c'est pas la plus populaire parce qu'elle exige d'avaler une potion amère, notamment pour assainir les finances publiques, ce qui n'est pas du tout l'esprit du Rassemblement national qui lui est un peu démagogique, notamment sur la question des retraites. La question que je me pose aujourd'hui, en l'état effectivement, il y a quand même, faut pas se mentir, très peu de chances que la droite LR soit au second tour de l'élection présidentielle. La question, c'est le second tour. Est-ce que la droite LR pourra servir de force d'appoint et de respectabilisation à une éventuelle victoire du Rassemblement national, ou est-ce que elle sera toujours dans une démarche de non-participation de Front républicain? C'est ça qui va être intéressant à suivre. J'ai du mal à croire. Les choses peuvent évidemment évoluer avec la candidature au pas de Marine Le Pen, la solidité de Jordan Bardella en cas de candidature de Jordan Bardella, mais j'ai du mal en l'état à croire à une possibilité d'un second tour avec un candidat LR présent. Ça me semble aujourd'hui très hypothéqué. Alors après, effectivement, quiconque arrivera au pouvoir ce soir en 2027 arrivera avec un tel état des finances publiques catastrophique que de toute façon il devra mettre en place un programme extrêmement populaire et de toute façon une cure d'austérité qui nous attend. Donc, Un mot d'Éric Nolot quand il dit, Bruno Retailleau, qu'on vient d'entendre sur CNews et Europe 1, je serai le protecteur de la France des travailleurs et pas de la France des profiteurs. Oui, la formule restera peut-être, mais sur la question de la primaire soulevée par Louis, ce qu'on a entendu est incompatible avec la participation à une primaire. Donc c'est bien que ce n'est pas du tout son truc. Sur la question du désir soulevé par Catherine, moi, on ne peut pas contester les diagnostics de M. Retailleau, mais enfin, il n'y a pas l'incarnation, il n'y a pas le souffle. En effet, il me semblait qu'il aurait mieux fait d'enregistrer
d'apprendre par cœur le texte ou de le lire d'un prompteur, parce que là, il y avait quelque chose d'un peu dans la posture physique de contradictoire avec la solennité Oui, mais bon, c'est du paroles. direct, il prend un risque, comme disait Non, mais Nicolas je- Sarkozy quand Je on suis en d'accord, mais dans Ouais, ces il faut cas-là, prendre des risques. Personnalité. Ouais, Non, c'est mais ça, il a des personnalité. je communicants. trouve qu'il vaut mieux assurer. Mais il a des communicants assuré, qui ne lui là. donnent pas de bons conseils, en tous les cas. Ou alors qu'il les écoute pas. Voilà, vous les écoutez. Mais je trouve que sur la forme, c'est pas très réussi. j'entends, Après, oui. sur les diagnostics, je trouve qu'on ne peut pas contredire de bonne foi ce qu'il dit. Il a fait un état de la France qui me paraît très réaliste. Après, son Louis. pari, c'est d'être le premier à tirer, d'essayer de faire en sorte que dégainer. ça puisse créer une forme de dynamique et de faire en sorte que les autres soient dans une position de suiveur par rapport à lui. Mais comme l'a dit Gauthier, qui est très juste, c'est que le Rassemblement national a un tel socle qui est extrêmement solide. On voit bien maintenant, ça Ouais. fait... C'est pas le premier, hein. David Lisnard est déjà candidat à l'élection présidentielle. Ça fait, je le rappelle. oui, C'est mais vrai bon, que C'est vrai, c'est vrai. non, mais ça fait 6 ans, Laurence, que Pas le premier. le Rassemblement national ne cesse de progresser tout doucement, progressivement, et arriver Et à une base extrêmement solide, entre 34 et 36%. Et beaucoup se joue pour Bardella ou pour Marine Le Pen. Pour les LR le 7 juillet. Énorme. Et beaucoup se joue pour les Républicains le 7 juillet. Évidemment, Pourquoi la décision, Pourquoi, Gauthier c'est la décision justice. concernant Marine Le Pen. On va savoir le 7 juillet prochain si elle est inéligible ou non pour le scrutin de 2027. Et en fonction, c'est elle ou c'est Jordan Bardella. Alors les LR, ils sont persuadés que pour eux, c'est mieux que ça soit Jordan Bardella parce que Marine Le Pen a plus d'expérience, a fait 3 campagnes présidentielles, 2 second tours. Alors on verra ce que fait Jordan Bardella pendant la campagne. Mais sur le papier, moi, je suis pas du tout sûr que ça soit mieux pour eux que ça soit Marine Le Pen que Jordan Bardella parce que l'électeur... Jordan Bardella que Marine Le Pen, Non, je pense que... Oui. dans l'autre sens. Alors, je vais refaire cette phrase. Je pense que pour eux, il y a un plus grand risque si c'est Marine Le Pen, si c'est Jordan Bardella que Marine Le Pen. Parce que On va y Jordan Bardella, il Oui. peut capter l'électorat bourgeois. Oui. Il peut capter l'électorat LR et faire cette grande réconciliation entre classe populaire et classe bourgeoise qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. C'était sa formule. Et il avait asphyxié Jean-Marie Le Pen. Il lui avait pris tout ce qui lui restait d'électorat. Et donc, on sait bien que Marine Le Pen n'a jamais réussi jusque-là à capter le vote bourgeois. C'était d'ailleurs l'ambition aussi d'Éric Zemmour de capter le vote populaire et le vote bourgeois. Il n'a pas, lui, capté le vote populaire. Donc celui qui peut réunir bourgeoisie et vote populaire, à mon avis, c'est plus Jordan Bardella que Marine Le Pen. Et donc dans ces cas-là, ça sera plus compliqué pour les Républicains. François Mais Pupponi. Bruno Retailleau, on le connaît. Sur le fond, moi, il est vraiment sur ces thèmes. Je pense que c'est pas quelqu'un qui se fera manipuler par des communicants. D'ailleurs, il a fait comme il le pense. comme il le veut. C'est qu'il le veut, et je pense que ça peut marcher. Le calcul qu'il fait aussi, c'est qu'à un moment, il peut essayer de récupérer une partie de l'électorat d'Édouard Philippe. Parce qu'on voit bien que tout ça va se mélanger entre Attal, Édouard Philippe, Lisnard, lui, voilà. Mais Gauthier l'a dit tout à l'heure, moi je pense depuis le début qu'on va se retrouver avec un binôme au deuxième tour qui sera le Rassemblement national et Mélenchon. Ah oui, Parce moi que aussi. Mélenchon, Je pense aussi, moi. il va faire sa campagne, et derrière ils vont tous... Bon. Et que fera Bruno Retailleau le soir du premier tour? Très intéressant. C'est là. Il peut pas, J'imagine quand même il peut pas dire Non. pro-républicain, j'appelle à Mais faire il a un jamais été national. pour le Front républicain. Et donc c'est là où les Non, là, choses ça- basculent. ça- Ouais. Parce que, et lui est capable de dire à un moment, Vous savez, Pas sur Luc Mélenchon. le sujet, c'est pas que fera Bruno Retailleau, parce que j'en suis persuadé, face à la France Oui, insoumise, y a pas de- face débat. au parti passionnément antisémite Eh oui, selon mais la justice, il n'aura pas la main qui tremble. La Puis question, ses électeurs c'est iront- que feront les Xavier Bertrand et consorts. Vous savez, Xavier Bertrand qui pourrait être le candidat du Edouard Parti Philippe. Socialiste. Lui et les autres, qu'est-ce qu'ils feront fera la Macronie. Voilà, eux, est-ce qu'ils diront vote blanc? Ça sera intéressant. mais si Bruno Retailleau n'a pas la main qui tremble, alors là, Catherine Ney, c'est autre chose. je veux vous entendre. Non, mais vous savez, on est quand même à 15 mois. Il va se passer beaucoup de choses. Bon. Moi, je crois quand même C'est très que tôt. le 7 juillet va être une date importante, même si déjà, avant même le résultat de ce que vont dire la Cour d'appel, je pense que Marine Le Pen est déjà à moitié effacée. C'est-à-dire qu'il y avait le plan A et le plan B, et le plan B prend un peu le dessus. Et quand on la voyait en privé, elle disait qu'elle pensait que Jordan n'était pas encore préparé, mais qu'il serait plus apte qu'elle à faire venir avec lui la droite, alors qu'elle est, mais dans son fort intérieur, mais idéologiquement, mais plus que ça, sentimentalement, hostile à une alliance avec la droite. Parce qu'elle a trop souffert dans son enfance d'être rejetée par toute une partie de la droite qu'elle a rencontrée en classe, qui l'a traitée de mal parce qu'elle était la fille de Le Pen. Et elle a toujours dit ni gauche ni droite, elle n'a jamais voulu s'allier. Or, elle sait très bien que Jordan Bardella aura besoin
de cette France-là. Bien sûr. Voilà. Alors, Gauthier, à l'instant, une réaction de Jordan Bardella. Oui, ça va être une campagne violente parce que tous les coups sont permis. le Rassemblement national, Jordan Bardella vient de poster une photo avec une photo de Bruno Retailleau portant un petit chien et regardant vers la fenêtre. Un caniche. C'est un caniche ou pas, non? Vers la fenêtre, il lui met les chiffres en hausse des titres de séjour délivrés. Et c'est les chiffres qu'on a eu, vous savez, sur l'année 2025, sur l'immigration, avec effectivement une hausse des titres de séjour, même un record. Jamais autant d'immigrés en France. Et puis, il y a eu les chiffres qui sont tombés la semaine d'après de l'insécurité, qui n'étaient également pas bons. Et puisque Bruno Retailleau est parti sur un désaccord de casting, c'est-à-dire sur Bruno Le Maire, ministre de la Défense, et non sur un désaccord de fond, en disant, par exemple, il aurait pu partir sur l'Algérie, en disant que je n'ai pas les moyens d'agir, eh bien, on voit bien que la sortie du ministère de l'Intérieur lui a un peu coûté. Parce que si vous étiez parti sur une question de fond, comme sur l'Algérie, je pense qu'il y aurait eu une envolée dans les sondages. Or là, il y a eu un moment de flottement, et il y a cette donc déclaration de candidature qui vient à ce moment-là. Et on voit très clairement, c'est ce que je vous disais, la campagne présidentielle est en train de commencer entre deux candidats probables. C'est-à-dire que Bruno Retailleau l'est, on verra s'il y a une primaire, comment c'est départagé à la fin chez LR, et Jordan Bardella le sera peut-être le 7 juillet au soir. Et donc c'est parti directement parce qu'ils vont se disputer cet électorat-là, l'électorat de droite historique. Il y a cette proposition de référendum, ils nous ont été promis par Emmanuel Macron, ils n'ont évidemment jamais vu le jour. Immigration, justice, des thèmes éminemment régaliens, Éric Nolot, sur lesquels les Français veulent s'exprimer. Ils disent tous la même chose, mais ils souhaitent s'exprimer. Moi, à mon avis, c'est la clé de la présidentielle. Celui qui parviendra à convaincre, qui va vraiment donner la parole aux Français, qui ont l'impression, à juste titre, que ce qu'ils veulent n'est jamais pris en compte parce que c'est soit défait par le Conseil constitutionnel, soit le Conseil d'État, soit pas du tout pris en compte. Voilà. Donc je pense que ce sera... Voilà. Là, il a vraiment marqué un point parce que c'est ça qu'on veut entendre. Les Français veulent avoir la parole et que leur parole soit suivie d'actes. Et le référendum correspond à ces deux conditions. Oui. Et même, je vais dans le sens de ce que dit Éric Nolot, en réalité, sans référendum, tout ce qu'on vous promet, c'est du vent. Je vous assure, sur la sécurité, l'immigration et la justice. Parce que pourquoi? Est-ce que ça donnera la force de sortir de tout ce qui nous Moi, je me entrave? place au-delà de donner la parole aux Français. En réalité, il faut changer la Constitution pour que le droit français soit supérieur au droit européen et aux traités internationaux. Je vous prends un exemple. Vous savez, on a beaucoup parlé des accords de 68 avec l'accord entre la France et l'Algérie. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez dans la mesure où ce traité est un traité international, il est par définition supérieur au droit français. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le droit français, de toute façon c'est inférieur en termes normatifs par rapport au droit international. Et le seul moyen que vous avez pour retrouver une forme de souveraineté juridique, le sujet est exclusivement juridique, eh bien, c'est le référendum. Donc, tous ceux qui vous racontent qu'on peut le faire sans faire de référendum, on aura une continuité de ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien quand même le constat actuel. Il faut une rupture. Non, mais le constat actuel, vous voyez bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, sur la question de la justice des mineurs, sur la question de l'immigration, sur tous ces sujets-là, il y a soit le Conseil constitutionnel, soit le Conseil d'État. Voilà, en fait, on ne peut plus aller au-delà de ce qui est... Exactement, on ne pouvait plus aller au-delà. Et donc, sans référendum, on restera dans ce cadre qui nous contraint et qui nous empêche. Sauf qu'il y a quand même un virage intéressant de la Commission européenne sur la question de l'immigration. Vous savez que là, ils sont en train de mettre en place une évolution législative avec un serrer les vis au niveau migratoire et que la Commission européenne a critiqué Sanchez, le Premier ministre espagnol, parce qu'il régularisait des clandestins. Quand même, alors qu'il y a quelques années, il critiquait Orban, parce qu'Orban stoppait l'immigration. Il y a quand même un changement au niveau européen qui est intéressant. Donc, est-ce que... Mais qu'il y ait un changement ou pas, ça ne change rien sur notre souveraineté, notre capacité à dire non. Mais si un changement au niveau européen, au niveau migratoire, ça changera peut-être la possibilité de passer par un référendum ou pas, parce que je crois, malheureusement, je pense que c'est sans doute nécessaire, mais ça va être très très compliqué parce que le Conseil constitutionnel ne l'autorisera pas et que ce sera un bras de fer juridique. Il va falloir être très très solide. Je pense qu'il faudra. Pour tenir je rebondis sur ce que vous dites et après j'ai vraiment terminé. Je pense qu'on est un tel état du droit qui est totalement figé et avec effectivement le Conseil constitutionnel qui ne veut rien changer, que malheureusement, je pense que le prochain ministre de l'Intérieur, après la présidentielle, sera obligé d'aller flirter la légalité pour un certain nombre de décisions, parce que sinon, vous ne pouvez rien faire. Et donc, il faudra tester un certain nombre de choses. Sinon, vous ne pourrez rien faire. Catherine Ney. Oui, Joël,
Jordan Bardella a posté cette photo où on voit le Premier ministre avec un petit chien qui regarde les mauvais résultats. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas avoir de meilleurs résultats. C'est-à-dire que tout ce qui est l'immigration, c'est le Quai d'Orsay qui décide. Et vous voyez bien qu'au moment où il attaquait le plus l'Algérie, d'ailleurs ce qui a agacé beaucoup le Rassemblement national, parce qu'il venait sur son terrain, c'était les mêmes thèmes, et donc ils l'ont sans arrêt attaqué parce qu'il les gênait. C'était le seul qui avait le courage de parler un peu comme eux. Eh bien, on voyait bien que l'ambassade de France à Alger, ou ce qu'il en reste, entre les quelques fonctionnaires qui sont toujours là, annonçaient comme une victoire l'admission, des visas pour 8000 étudiants algériens. Ils avaient doublé le nombre, comme si c'était une grande victoire. En tout cas, c'était une victoire pour l'Algérie. Donc, vous voyez bien que c'était très difficile à admettre aussi pour Bruno Retailleau. Et là, quand vous dites il est parti pour une histoire de casting, non, c'est qu'il a compris que il avait confiance en le Premier ministre Lecornu, et il s'est aperçu qu'il lui racontait sans arrêt, comme dirait l'autre, des carabistouilles, et qu'il ne pouvait pas avoir confiance. Et il a eu une crise en disant « mais je préfère m'en aller ». Voilà. Moi, je suis persuadé que s'il était parti sur une question de visa sur l'Algérie, de désaccord avec le Quai d'Orsay, ça lui aurait permis une bien meilleure rampe de lancement en vue de la présidentielle. Là, les carabistouilles, comme vous dites, les Français, ça leur passe largement au-dessus. Ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe, les claques qu'ils portent à Matignon, etc. Voilà, et donc, à la fin, ils sont retenus qu'il est parti parce que Bruno Le Maire allait entrer au ministre de la Défense. Voilà. Non, parce qu'il lui avait promis des choses qu'il n'a pas tenues. Il a dit c'est pas la peine de continuer. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est inaudible pour le Français, surtout avec un tweet qui part comme ça. Je pense qu'il a loupé sa sortie. Oui, il a loupé sa sortie. On peut comprendre qu'il a sorti. Est-ce qu'il a réussi son entrée en candidature? Moi, je pense qu'il réussit. C'est le premier. Il dégaine le premier. Il est dans son style. Après David on pourra critiquer le fond, la forme. Le fond, je ne pense pas, mais la forme. Il est dans son style, il commence. Bon, les autres, il faudra qu'ils se raccrochent. C'est ça. Eugénie. Le problème de Bruno Retailleau, c'est qu'il y a une forme d'austérité quand même dans sa personne, de rigueur qui, certes, est peut-être nécessaire pour le pays, mais je ne suis pas sûre que dans une présidentielle, ce soit ce que les Français attendent. Vous pouvez avoir le programme le meilleur possible, peut-être avec les meilleures solutions pour la France. Je pense que nous sommes dans une espèce de dynamique de catharsis populiste après 10 années de macroniste, qui font qu'il va être quasiment impossible de déloger le Rassemblement national du second tour. Alors peut-être que ce que recherche Bruno Retailleau, c'est d'être au second tour face au Rassemblement national. Alors là, bon courage, c'est-à-dire qu'il faut éliminer toute la gauche. Et tout le centre. Édouard Philippe, Gabriel Attal. Oui, mais c'est sans doute que la barrière au second tour va être très très basse. S'il y a une multiplication de tous les petits candidats, si vous avez 7 ou 8... 18, vous aurez peut-être moins, peut-être comme en 2002, 15-16. Alors pour le deuxième, le premier, il sera à 30. Oui. Éric Nolot. Oui, c'est ça, le Rassemblement national sera à 30. Bruno Retailleau a aussi évoqué un pacte de confiance. La confiance, elle est rompue aujourd'hui entre les Français et leurs élites. On le voit sondage après sondage. Ils disent plus rien ne fonctionne bien dans notre pays. Retisser ce lien de confiance avec peut-être un programme qui sera du sang et des larmes, parce qu'il va falloir assainir les finances publiques, ça ne va pas être simple pour ce candidat LR. Non, de retrouver la confiance et puis surtout de convaincre les Français de payer le prix. Parce que les Français, vous les interrogez, ils disent oui, non, mais c'est catastrophique, on n'a plus confiance. Puis quand on leur dit bon, il va falloir faire des efforts, là, il y a tout de suite beaucoup moins de monde pour soutenir. Ça va être très difficile. Parce que certes, on va leur redonner la parole. Enfin, je me place dans le cas de l'hypothèse de Bruno Retailleau, mais on va aussi leur demander énormément d'efforts. Alors, est-ce que les Français sont prêts à entendre ce langage de vérité? Voilà. Ça, c'est toute la question.